Savez-vous pourquoi la Lune a des taches? En ce temps-là, les dieux étaient très élégants. Ils adoraient se parfumer, porter des bijoux. Ils adoraient porter les plus beaux vêtements possibles. Et le dieu Lune était peut-être le plus élégant de tous. Ce jour-là, il s'est fait faire un costume extraordinaire. Un costume fait avec une plume d'argent. Une plume qui brillait tellement qu'elle éclairait la nuit. Il était tellement beau ce costume que le dieu Lune l'a enfilé et il est parti se promener. Il est allé au village et là, il marchait lentement pour que tout le monde puisse le contempler. Et les gens sortaient des maisons et ils admiraient son costume. Quand tout à coup, tout au bout de la rue, une grande lumière s'est mise à briller, à briller. C'était le dieu Soleil. Il avait un costume encore plus extraordinaire. C'était un costume de plumes d'or et de feu. Un costume qui éclairait, qui brillait tellement qu'il chassait toutes les ombres. Et les gens se sont mis à applaudir, à sauter de joie, et on a chanté, on a dansé. Quelle fête, mes amis, quelle fête! On en avait complètement oublié le dieu Lune. Alors Lune a été vexé. Il en a été jaloux, jaloux, au point qu'il n'avait plus qu'une seule idée en tête. Voler le costume de Soleil. Alors Lune s'est mis à suivre Soleil partout où il allait. Partout, partout, partout. Et ce jour-là, Soleil est allé jusqu'à la rivière. Il s'est arrêté sur le bord, il a retiré son costume, il l'a posé par terre. Et il est descendu dans l'eau. Alors, Lune s'est approché. Il a rampé dans les herbes pendant que Soleil se baignait. Il est arrivé jusqu'au costume, il a tendu la main et il l'a attrapé. Et Lune a été tellement content qu'il n'a pas pu s'empêcher de pousser un grand cri de joie. Soleil a tourné la tête, il a tout de suite vu ce qui se passait. Alors Soleil a plongé la main tout au fond de la rivière, il a attrapé de la boue et chat! Il l'a lancé sur le visage de Lune. Lune s'est retrouvé complètement aveuglé, il ne voyait plus rien, il était tellement surpris qu'il a laissé tomber le costume et pfff, il est parti en courant. Mais Soleil avait lancé la boue tellement fort que Lune n'a jamais pu la retirer. Eh bien, vous voyez, c'est pour ça que la Lune a des taches. En route pour la Lune. Il aura fallu 3 jours pour franchir les 380 000 kilomètres jusqu'à la Lune. Mais ils y étaient arrivés. Le vaisseau Apollo 11 s'est mis en orbite autour de la Lune. Il a tourné 13 fois. Et le module lunaire s'est séparé du module de commande. Et il a commencé sa descente. À bord du module lunaire, il y avait 2 hommes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Tous les deux regardaient par le hublot. La Lune se rapprochait quand tout à coup, l'alarme s'est déclenchée. C'était l'ordinateur de bord, l'ordinateur qui permettait de contrôler le pilotage automatique. Les clignotants s'allumaient de tous les côtés, les aiguilles s'affolaient. L'ordinateur était complètement bloqué, saturé par les signaux radars qu'il recevait. Danger, danger, danger. Le module lunaire s'approchait d'une zone de rocher, ils allaient s'écraser. Neil Armstrong a déconnecté le pilote automatique, il a pris les commandes. Il a survolé la zone de rocher et il a posé le module dans la poussière un petit peu plus loin. À 7 km du lieu prévu à l'origine. Silence. Nous sommes le 21 juillet 1969, quelque part sur la Lune, dans la mer de la Tranquillité. Il est 4 heures du matin, heure française. La porte du module vient de s'ouvrir. Neil Armstrong est en train de descendre l'échelle. Il y va prudemment. Un échelon, 2, 3.
Et il finit avec un petit saut dans le vide. Ça y est, Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. L'événement est retransmis dans le monde entier par toutes les radios. Plus de 500 millions d'auditeurs retiennent leur souffle. La voix d'Armstrong franchit les 380 000 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Le dieu Lune avait deux épouses. La première était belle, mais vraiment belle. La deuxième était moins belle que la première. Elle était même carrément moche. Alors je vous laisse deviner avec laquelle Lune avait envie de passer son temps. Avec la première, avec la belle. Le problème, c'est que sa première épouse ne savait pas cuisiner, et sa tambouille était une espèce de mixture infâme, amère, gluante, toute caoutchouteuse, enfin c'était immangeable. Si bien que Lune ne touchait pas à son assiette. Et comme il ne mangeait pas, il maigrissait. Mais il maigrissait, il devenait de plus en plus mince, il n'était plus qu'un petit croissant de lune de rien du tout, un mince cil, jusqu'à disparaître. Et là, quand il avait trop faim, que faisait Lune? Eh bien, il allait voir sa deuxième épouse. Certes, elle était moins belle que la première. Mais c'était une excellente cuisinière, elle lui préparait tout plein de bons petits plats, et Lune se mettait à table, et il mangeait, il en prenait une fois, deux fois, trois fois. Et c'est comme ça que petit à petit, Lune regrossissait, il retrouvait toute sa force, toute sa rondeur, toute sa forme. Et alors à ce moment-là, que faisait-il? Il retournait voir la première, et tout recommençait. Eh bien, vous voyez, c'est depuis ce temps-là que la Lune n'arrête pas de grossir, puis de maigrir, puis de grossir, puis de maigrir, puis de grossir, puis de maigrir. Au clair de la lune, Collins mon ami, prête-moi ta plume, il fait noir ici. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Collins répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Mais j'ai dans le cœur 1000 étoiles qui brillent. Des rêves en couleur de lune dans la nuit. Au clair de la lune, Collins se rendort. Il rêve à la lune, son cœur bat très fort. Quand la lune est pleine, si près du vaisseau, il rêve sans peine qu'il y fait un saut. Il rêve sans peine qu'il y fait un saut. That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Quelques instants plus tard, Buzz Aldrin rejoint son collègue. Buzz n'est pas un poète, ni un philosophe, et sa déclaration sera beaucoup plus courte. Il se contentera de regarder la Terre qui se lève à l'horizon
Et il dira simplement « Belle vue !» Michael Collins, lui, est le troisième homme. Celui qui est resté là-haut, dans le module de commande, à tourner pendant que ses deux collègues descendaient sur la Lune. Il est difficile d'imaginer le sentiment de solitude que Michael Collins a pu ressentir à ce moment-là. D'un côté, à plus de 380 000 km, la Terre. De l'autre côté, à peine 3200 km, la Lune. Et lui, coincé entre les deux, qui a continué de tourner, sanglé sur sa couchette, séparé du vide spatial par une mince paroi de tôle, d'aluminium et d'acier. Il faut imaginer ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. La Lune était toute proche, il pouvait la voir par le hublot, il pouvait presque la toucher. Michael Collins ne mettra jamais les pieds sur la Lune. Il restera à jamais le troisième homme. Il restera à jamais celui qui a continué à tourner. Avant de poser les pieds sur la Lune, les astronautes de la mission Apollo 11 s'étaient entraînés dans un désert. C'était une vaste zone, comme une mer de poussière et de rochers perdue au milieu de nulle part. Une zone vraiment désertique, sans trace de vie, à part quelques scorpions, quelques lézards, quelques serpents et quelques Indiens. Ce jour-là, Buzz Aldrin et Neil Armstrong étaient en train de s'entraîner. Ils avaient revêtu leur combinaison spatiale avec leur casque et ils étaient en train d'installer un réflecteur lunaire. Quand tout à coup, Buzz Aldrin a senti que quelqu'un le regardait. Il s'est redressé, il a regardé autour de lui. Et là-bas, à côté d'un rocher, il y avait un Indien. C'était un vieil homme. C'était l'homme le plus vieux que Aldrin n'avait jamais vu. Et l'Indien était immobile. On aurait dit une pierre. Alors Aldrin a averti son compagnon et tous les deux, ils ont fait un signe à l'Indien. Ils ont retiré leur casque et ils sont allés saluer le vieil homme. Et le vieux les a regardés et il leur a demandé ce qu'ils étaient en train de faire. Et les deux astronautes ont expliqué qu'ils s'entraînaient pour partir explorer la Lune. Alors le vieil homme a réfléchi. Et puis, il a regardé les deux astronautes, il leur a dit « Est-ce que vous pourriez me rendre une faveur ?» Bien sûr, ont dit les astronautes. « Eh bien, voilà, dit le vieil homme. Pour les miens, les esprits saints habitent dans la Lune. Si vous allez là-haut, est-ce que vous voudrez bien leur porter un message important de la part de ma tribu ?» Les deux astronautes se sont regardés, ils ont souri, et puis ils ont dit « Mais évidemment, on veut bien porter un message pour toi. Quel est ce message ?» Et l'Indien leur a dit quelque chose dans sa langue. Les deux astronautes n'ont pas compris, et le vieil homme a répété. Et puis il leur a fait répéter la phrase, pour qu'ils arrivent à la dire comme il fallait. Il les a fait répéter encore et encore, et puis quand les deux hommes ont réussi à prononcer comme il fallait l'Indien, eh bien le vieil homme a souri, et puis il les a salués. Mais juste au moment où il partait, les deux astronautes lui ont dit « Mais attends, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire, là, ce qu'on a mémorisé ?» Et le vieil homme leur a dit « Ah, ça je ne peux pas vous le dire, ça c'est un secret. Seuls les esprits de la Lune et les miens pouvons le connaître. » Et puis il a disparu dans le désert. Dès que les astronautes sont rentrés à la base, ils ont tout de suite voulu savoir ce que leur avait dit le vieil homme. Alors on a cherché dans tous les membres du personnel quelqu'un qui parlait sa langue. Et on a fini par trouver. Alors les deux astronautes ont fait venir le traducteur et ils lui ont répété la phrase qu'ils avaient mémorisée. Quand il a entendu ça, le traducteur a éclaté de rire avant de tomber dans un grand silence. Et les deux astronautes lui ont demandé ce que ça voulait dire. Alors, le traducteur a expliqué ce que voulait dire la phrase qu'ils avaient mémorisée. Ça voulait dire « Surtout, ne croyez pas un seul mot de ce qu'ils vous racontent. Ils sont venus voler vos terres. »